Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Pierre Cesarini, président directeur général de Claranova. Dans un second temps, je recevrai Pierrick Baucher, directeur de gestion chez Innocap Gestion. Ensemble, nous parlerons de la hausse des prix qui agite tant les marchés actions et nous verrons si cette inflation représente une opportunité à saisir sur les petites et moyennes capitalisations. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Pierre Cesarini, Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes le PDG de Claranova depuis 2015, vous en assuriez avant, depuis 2013, la direction générale. On va prendre quelques instants d'abord pour décliner l'identité de Claranova, car jusqu'en 2017, Claranova était connue sous le nom d'AvantQuest, changement de nom, cession accompagnée d'un recentrage stratégique des activités. Claranova a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, le groupe couvre les grands domaines de la technologie, les logiciels, les applications mobiles et l'IoT, ou aussi appelés objets connectés. Et last but not least, vous êtes très bien positionné sur le e-commerce dit personnalisé avec Planet Art qui regroupe des applications pour imprimer ses photos mais aussi des sites internet de vente de cadeaux personnalisés. Rapidement, peut-être, pouvez-vous nous détailler l'organisation actuelle des activités de Claranova ? Alors, tout d'abord, juste un point de précision. Au niveau d'AvantQuest, je dirais qu'aujourd'hui, Claranova n'a en fait plus rien à voir avec ce qu'a pu être AvantQuest, je dirais après 2013. Donc, l'ensemble du groupe a été complètement remanié, incluant les activités logicielles qui s'appellent toujours aussi AvantQuest, mais qui sont totalement différentes de ce que ce pouvait être il y a encore quelques années. Donc on parle d'un groupe qui s'est complètement reconstruit depuis les 5-6 dernières années. On existe depuis 5 ans, depuis qu'on a recapitalisé les activités en 2015. Donc même si Claranova existe depuis 2017, la vraie réalité de l'entreprise est depuis à peu près 2015, donc, où on a pu lever de l'argent pour restructurer ce qu'est Claranova aujourd'hui. Groupe, comme vous le disiez, réorganisé autour de 3 activités. Le logiciel. Aujourd'hui, logiciel propriétaire qui s'organise autour de 3 grands domaines que sont le PDF, la photo et la sécurité. Donc on est un éditeur de logiciels SaaS sur ces 3 domaines. Sur la partie Planet Art, nous avons commencé sur des activités mobiles pour commander des photos sur Internet. Le groupe et l'activité a évolué sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-commerce personnalisé, où on va vendre bien sûr toujours des photos, mais également toute une série de produits dans le domaine de la décoration, des cadeaux, et avec un objectif de se développer de plus en plus dans ces activités. Enfin, l'Internet des objets, qui reste aujourd'hui une petite activité de la part de Claranova, mais qui est toujours un secteur en devenir et sur lequel on a toujours autant d'ambition. Et justement, alors Planet Art, c'est le petit dernier qui nous intéresse le plus. Vous avez publié il y a quelques semaines vos résultats trimestriels et Planet Art s'est particulièrement fait remarquer avec une progression de sa croissance de 55% sur le 3e trimestre de l'exercice 2020-2021 clos fin mars. Planet Art a en effet bénéficié du boom du e-commerce dans un contexte de pandémie et affiche un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros sur les 96 millions générés par Claranova sur cette période. En fait, vous êtes en train de devenir un leader du e-commerce. Est-ce que le but, c'est de se concentrer sur ce secteur uniquement ou est-ce que les autres pôles ont aussi vocation à se développer ? On sait que le secteur de logiciels, et je ne vous apprends rien, souffre notamment de la pénurie de talents. Alors, c'est une question qu'on a souvent, mais on passe autant de temps d'une certaine façon sur les 3 activités. Il n'y a pas de concentration sur l'une vers l'autre, quelle que soit la structure du chiffre d'affaires. Vous avez 3 dynamiques qui sont radicalement différentes. Planet Art, effectivement, a été l'activité de groupe qui s'est développée le plus rapidement parce qu'elle était la plus dynamique, parce qu'elle correspondait à une demande qui n'était pas couverte aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on a démarré de rien et qui, effectivement, en 5-6 ans, est passé de 0 à plus de 300 millions, voire encore beaucoup plus cette année. Ça a été porté à la fois par une croissance organique extrêmement forte. Donc, si vous regardez les 55% dont vous parlez, c'est à peu près 30% de croissance organique, 50% de croissance en fait depuis le début de l'activité. Nous avons commencé à faire un certain nombre d'acquisitions pour aller, je dirais, encore plus vite, notamment l'acquisition de Personal Creation, l'acquisition de Café Presse, une nouvelle acquisition très récente dans le domaine des livres personnalisés pour enfants. C'est un secteur extrêmement dynamique sur lequel vous avez beaucoup de demandes, une vision qui est de plus en plus large, donc avec vocation de pouvoir développer toute une série d'objets avec ce concept
concept d'e-commerce personnalisé qui correspond à dire c'est de l'e-commerce, mais qui a cette spécificité de pouvoir commander des produits qui sont vraiment spécifiques sur ce que veut faire le client, à son image d'une certaine façon. Donc le groupe s'est bien déployé dans ce secteur avec encore beaucoup de choses à faire dans les années à venir, dans plein de domaines différents. Et Pierre Cesarini, vous vous êtes fixé, enfin Clara Nova s'est fixé un objectif de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2023 contre 373 millions sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021, soit un quasi doublement. Quelle est finalement la stratégie déployée par Clara Nova pour atteindre cet objectif ? Si vous regardez l'historique de la société, on maintient des niveaux de croissance qui sont tout à fait similaires à ce qu'on a pu délivrer. Alors plus le groupe grossit, plus effectivement c'est compliqué d'aller chercher le même niveau de croissance. Le potentiel est là. Si vous regardez, alors, si vous parlez des 380 millions de chiffre d'affaires, c'est sur 9 mois. On fera beaucoup plus, bien évidemment, sur l'année. Donc on ne sera pas sur nécessairement tout à fait un doublement, mais on va rester sur des niveaux de croissance qui sont forts, bien sûr, mais qui sont cohérents avec le développement d'entreprise depuis quelques années. Le potentiel est là. On est une entreprise qui est résolument mondiale. La demande est là, la dynamique est là, la capacité d'exécuter est là. Donc on pense que ce sont des chiffres, je dirais pas conservateurs, mais qui sont normalement tout à fait atteignables pour un groupe comme Clara Nova. Donc potentiel de croissance et de nouvelles acquisitions sont-elles attendues dans les différentes branches de Clara Nova? Dernièrement, vous avez réalisé celle de Stuffies, site de peluche pour enfants, et vous avez cité iCime, il me semble, au début de cet entretien. Vous venez d'annoncer cette acquisition. Peut-être que vous allez nous en dire davantage. Donc la stratégie ou le M&A, les acquisitions, est effectivement un point important de la stratégie Clara Nova. On a passé pas mal de temps sur les 2-3 premières années. De nouveau, nous n'avons que 5 ans à construire, à reconstruire le groupe en développant l'infrastructure pour pouvoir se développer de façon extrêmement rapide d'un point de vue organique. La capacité de pouvoir aujourd'hui faire des acquisitions reste importante dans l'ensemble de nos activités, en fait, principalement la partie Planet Art et la partie AvantQuest, bien évidemment. Donc sur la partie Planet Art, l'acquisition d'abord de Personal Creation nous a permis de nous développer au-delà de la dimension photo en général, pour aller sur des objets, toujours avec cette dimension de personnalisation. Ce que l'on fait avec iCime, donc qui est un site de vente de livres personnalisés. Vous allez pouvoir designer le livre pour vos enfants à son image, avec ses jouets, son environnement. C'est la volonté de Planet Art de pouvoir se concentrer beaucoup, notamment avec Stuffies, sur le domaine des enfants, qui est un secteur extrêmement intéressant. Et l'idée aujourd'hui de pouvoir aller sur des secteurs un peu plus verticalisés, sur lesquels on va pouvoir développer des offres beaucoup plus spécifiques. Et bon, comme vous le savez, je pense que les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leurs enfants. Et là encore, avec des solutions qui sont tout à fait innovantes. Ce n'est pas juste un livre, c'est vraiment un livre, là encore, qui a votre image dans votre environnement, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et dont l'objectif est pouvoir de déployer ce type de solution sur notre base installée, également à l'échelle mondiale, sur un produit aujourd'hui qui n'est qu'américain. Toujours plus de personnalisation. Donc Pierre Cesarini, toute autre chose, le résultat opérationnel courant de Clara Nova a progressé au dernier semestre et la marge opérationnelle ressort à 8,3% sur cette période contre 4,8% au semestre de l'exercice précédent. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour améliorer votre rentabilité et comment comptez-vous la faire progresser davantage? Alors, c'est des chiffres qui sont toujours un peu difficiles à interpréter si vous ne vous mettez pas dans la dynamique de l'entreprise. De nouveau, nous sommes une entreprise extrêmement jeune. Nous avons 5 ans d'existence, ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle même du chiffre d'affaires que l'on peut faire aujourd'hui. Si vous regardez les 4-5% qu'on a pu faire sur l'année fiscale précédente, cela a intégré par exemple l'acquisition de Personal Creation, une société qu'on a achetée pour moins de 20 millions de dollars pour à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement peu par rapport au potentiel de cette activité. Pourquoi on l'a acheté si peu cher? Essentiellement parce que c'est une société qui n'allait pas très bien et donc sur la première année, on n'a pas perdu d'argent, mais on en a moins gagné, je dirais, parce qu'il a fallu reconstruire la société, l'intégrer. Donc ce que vous voyez sur cette année fiscale par rapport à l'année dernière, c'est la montée en charge d'activités comme Personal Creation qui
commence à contribuer comme l'ensemble du reste du groupe. On aurait isolé Personal Creation du chiffre d'affaires, la profitabilité, vous auriez été sur des choses à peu près similaires. Donc aujourd'hui, dans cette stratégie, notamment liée à des acquisitions, on a plutôt vocation à acheter des choses, je dirais, peu chères, hein, qui permettent derrière de construire beaucoup de valeur. Donc en fait, vous avez ce premier élément qui a un impact relativement fort, qui explique l'accroissement de profitabilité, qui montre qu'on a réussi, je pense, avec un certain succès, à intégrer ce type d'activité. Vous avez également une société qui grossit. Et donc, par définition, les structures de ce qu'on appelle les OPEX, donc les coûts, les charges, commencent à être amortis par rapport à un chiffre d'affaires qui se développe. Donc, toute société qui grandit et qui essaie d'être gérée de façon intelligente a plutôt vocation à développer sa rentabilité au fur et à mesure que la société se déploie. Donc, on ne fait pas de la croissance juste pour faire de la croissance, on fait de la croissance pour avoir une masse critique qui nous permet à terme de dégager un peu plus de profitabilité. Et donc, c'est des choses qu'on devrait continuer à voir dans les années qui viennent. L'autre point important à noter, c'est que sur l'année dernière, on avait fait une transformation relativement structurelle de la partie logicielle sur ce qu'on appelle le modèle économique SaaS, qui a toujours un impact compliqué quand vous basculez d'une vente de licence perpétuelle à un modèle d'abonnement. Vous avez mécaniquement sur la première année un impact relativement fort sur votre profitabilité parce que vous vendez pour le même coût d'acquisition, le même investissement marketing, quelque chose qui va être moins cher la première année parce que c'est un abonnement et non pas une licence perpétuelle. Mais par contre, l'objectif, c'est que la deuxième année, vous allez commencer à voir ces gens qui reviennent sans avoir à investir d'un point de vue marketing. Donc, ce que vous voyez dès le premier semestre de cette année, c'est à la fois la montée en charge des acquisitions qu'on a pu faire, l'efficacité des modèles économiques qu'on a pu transformer sur l'activité logicielle et qui mécaniquement se voit dans le résultat avec un doublement de la profitabilité et là encore avec une entreprise qui grossit en termes de masse critique. Donc c'est tous ces éléments combinés qui expliquent un accroissement assez important qui va se continuer sur l'année et qui devrait continuer sur l'année prochaine et a toujours accès dynamique, croissance organique, masse critique, acquisition. Pierre Cesarini, 95% du chiffre d'affaires de Claranova est réalisé à l'international. Quels sont les pays où la croissance est la plus forte et comment faites-vous pour vous démarquer de la concurrence ? Deux, trois questions qui sont un peu différentes. Donc aujourd'hui, Claranova est une boîte qui s'est construite dès le premier jour comme une société internationale. On n'est pas une société française, on ne pense pas comme une société française. Nous nous adressons aujourd'hui à un marché global, nos équipes sont globales et aujourd'hui, voilà, on est par essence une société internationale avec. C'est dans l'ADN finalement de la société. C'est la façon, on ne peut pas. Alors, on est une société qu'on appelle B2C. Quand vous êtes une société qui vend à des grandes entreprises qu'on appelle B2B, vous souvent démarrez sur un marché national en allant chercher quelques grands groupes et après vous vous développez. Quand vous êtes une société dans ce qu'on appelle le B2C, et si vous regardez les plus grandes sociétés au monde, les Google, les Apple et Facebook sont des sociétés B2C, vous devez adresser dès le premier jour la capacité à pouvoir aller chercher les clients partout. Donc aujourd'hui, Claranova, dès le premier jour, a été une société, je dirais, européenne et américaine. On est assez peu présent pour l'Asie parce que c'est un domaine qui est un peu plus compliqué à aborder, mais on y travaille. Et donc, on est aujourd'hui, je dirais, un peu plus orienté toujours sur l'Amérique du Nord en général, qui doit correspondre entre 60 et 65% du chiffre d'affaires. Le reste étant sur l'Europe, réparti entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Donc, on ne se pense pas de nouveau comme international. Nous sommes une société globale. Et par définition, ce n'est pas possible autrement pour une société B2C. En termes de concurrence, qui est un autre sujet, on est différent à la fois par la qualité de notre produit. Nous avons souvent des offres qu'on appelle freemium, c'est-à-dire avec des coûts qui sont relativement peu chers, mais sur des produits de très grande qualité. Et donc, ce qui fait la différence, notamment sur les secteurs que l'on adresse, c'est cette capacité d'avoir pu à la fois avoir des prix extrêmement abordables, souvent beaucoup moins chers que nos concurrents directs, tout en ayant gardé une qualité très forte. Et comment on y arrive? En ayant une masse critique suffisante. Donc, parce qu'on a pu grossir très vite, on a pu à la fois avoir cette double dimension, produits de grande qualité, sur des choses extrêmement abordables, parce qu'on a fait ce pari du volume dès le début. Qu'est-ce qui pourrait venir freiner la croissance du groupe? On a cette crise, finalement, qui est un véritable accélérateur de la digitalisation. Je ne vous apprends rien, mais peut-être qu'elle pourrait aussi se tasser, tout simplement.
vous allez avoir mécaniquement une forme de fluctuation. Le Covid a accéléré bien évidemment ce que vous appelez la digitalisation, le fait que les gens ont pris beaucoup plus l'habitude de commander à travers Internet. Et ça, quelque part, donc, elle a été exacerbée d'une certaine façon. Quand vous étiez chez vous, vous n'avez rien d'autre à faire, vous étiez derrière votre ordinateur. Ça va peut-être se tasser avec la sortie du confinement. Ça reprendra un peu après si les choses se resserrent. Mais fondamentalement, cette vague de fonds qui font que les gens ont pris l'habitude d'avoir cette facilité de pouvoir très facilement, sur son smartphone, en 3 clics, commander quelque chose, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est un peu comme la bourse, où vous avez des fluctuations, mais ça grandit. Donc, c'est une lame de fond qui ne reviendra pas en arrière. C'est une façon de penser comment on achète et donc qui va continuer, qui va se développer. Nous sommes sur des marchés sur lesquels la demande reste toujours très forte, qui ne sont pas encore vraiment consolidés. Donc il y a encore la capacité à construire des acteurs significatifs sur ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, on n'est pas inquiet par le potentiel de marché. Je pense que la pandémie, ce qu'on a pu vivre depuis presque 2 ans aujourd'hui, a accéléré le phénomène de digitalisation. Donc on est sur un secteur porteur avec une lame de fond qui reste positive. Après, vous avez, comme toute entreprise, des enjeux d'exécution, des phases de transition parce que vous allez passer d'un état à un autre. Tout ça n'est jamais tout à fait linéaire. Mais globalement, nous sommes sur des trends qui sont extrêmement positifs et porteurs. Donc on n'est pas inquiet, si ce n'est que, comme toute entreprise, on est un petit peu paranoïaque dans la capacité à pouvoir continuer à se développer dans l'exécution, dans la structuration de nos activités, dans construire des fondations qui nous permettent de continuer à grossir de façon forte. Transformation, en fait, finalement irréversible des modes de consommation. Voilà, les marchés sont porteurs, et c'est quelque chose, et la digitalisation est une valeur inéluctable qui va continuer à se développer. Pierre Césarini, dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus attendues et regardées, surtout sur la question de la RSE, on a envie de vous entendre sur les engagements de Claranova en la matière. Alors, on est une entreprise de la technologie. Et contrairement à d'autres secteurs, je dirais plus industriels ou plus orientés sur les services, la technologie n'a pas d'assets si ce n'est vos salariés. Et donc, c'est votre ressource principale. Et donc, si vous voulez, on n'a pas... Et d'un autre côté, on n'a pas de consommation. On est ce qu'on appelle une entreprise fabless. Donc, on n'a pas d'accès direct, on n'a pas de production, on n'a pas d'émissions de CO2 intrinsèques à part nos équipes derrière leurs ordinateurs. Donc, sur la partie RSE, je dirais le focus est vraiment sur nos équipes, qui est vraiment la ressource de l'entreprise. Donc à la fois, je pense, des salariés qui sont très bien payés parce que c'est inhérent à l'activité et à la notion d'offre et de la demande. Vous disiez tout à l'heure, les ressources sont difficiles et quelle que soit l'activité, le logiciel, mais l'e-commerce, donc dès que vous faites de la technologie... Ce qui est rare et cher, donc forcément. Ce qui est rare et cher, donc par définition, vous devez faire attention, vous devez vraiment être capable d'attirer les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de notre stratégie. On a également, dans cette dynamique RSE, une notion de parité extrêmement forte. Aujourd'hui, Claranova, c'est, je crois, 48% de femmes, 52% d'hommes. On est vraiment sur une parité... Et combien sur des postes plus à responsabilité? C'est également vrai sur les postes de responsabilité. C'est également vrai sur notre conseil d'administration qui est à 50-50 hommes et femmes. Donc, on est vraiment sur une dynamique de parité en termes de présence, en termes salariales. Donc, c'est vraiment une dimension qui est là encore... ce qui pour nous est naturel, donc il n'y a pas de sujet. On n'a jamais fait de différenciation. Il se trouve qu'on est sur des secteurs où vous avez aujourd'hui, même dans la technologie, une montée en charge, une forme de féminisation qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et on fait quand même attention à garder cet équilibre. Donc voilà. Vous vous en doutez, on a beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont envie de vous entendre sur une toute autre thématique, à savoir la valorisation de Claranova. Car malgré une croissance constante du groupe, le titre sous-performe en bourse. Quelle explication y donnez-vous, Pierre Césarini ? Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs raisons à notre sens. Alors, on peut toujours faire mieux sur la capacité à travailler un titre, mais donc je reviens sur le fait que l'entreprise est à la fois vieille et jeune.
Donc vous avez un groupe qui structurellement a existé depuis une trentaine d'années, a eu un parcours boursier non pas chaotique, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a repris l'activité d'AvantQuest quand la société était factuellement en dépôt de bilan et à avoir, je dirais, une dégradation du titre qui avait été extrêmement forte. Et on a dû vraiment reconstruire pendant 5 ans, là encore, ce qui est très jeune, donc, et ce qui est quasiment unique dans le contexte d'une société cotée. Donc il y a une dimension d'image qu'on a dû reconstruire. On a... si vous regardez, quasiment avec 20 millions d'investissements, construit un groupe qui devrait faire un demi-milliard de chiffre d'affaires en 5-6 ans. Vous n'avez quasiment aucun équivalent dans le monde, en France, voire en Europe à ma connaissance, de sociétés qui, avec aussi peu d'argent, a créé autant de chiffres d'affaires, qui ont en plus aujourd'hui un chiffre d'affaires profitable. Donc on est vraiment, je pense, extrêmement vertueux dans les chiffres et dans la capacité à avoir pu délivrer. Après, effectivement, est-ce que sur un titre qui a été multiplié par 10, ce qui n'est pas une mauvaise performance sur 5-6 ans de parcours boursier, on est aujourd'hui effectivement, et je partage bien évidemment la frustration de nos actionnaires étant le principal actionnaire de Claranova, sur le fait qu'on peut effectivement avoir des questions sur la valeur actuelle de l'entreprise par rapport à ses résultats, surtout si on regarde par rapport comparable. Aujourd'hui, effectivement, vous regardez un Moonpig qui fait la moitié de la taille d'un Planet Art, qui va être valorisé 5 fois plus que tout Claranova. Donc vous avez effectivement une dichotomie, une différence extrêmement forte entre la valorisation et les résultats ou les comparables dans l'entreprise. L'une des raisons, à notre sens, est liée à la structure capitalistique du groupe. Il se trouve qu'historiquement, le groupe étant coté depuis très longtemps, et sur ce qu'on appelle, alors je ne sais pas le dire en français, mais du retail flottant. C'est-à-dire s'il y a plus de 90% du groupe qui est flottant et qui est vraiment sur du très petit actionnaire, qui a été extrêmement profitable dans la dynamique du cours sur les premières années, mais aujourd'hui, vous avez vraiment un manque d'investisseurs de référence, un cours qui monte au bout d'un moment, c'est des blocs relativement importants qui ne bougent pas. Et aujourd'hui, c'est un cours qui est extrêmement liquide, qui est extrêmement tradé. Et donc, on a besoin d'avoir des blocs qui puissent asseoir le titre. Si vous regardez nos concurrents et nos comparables qui peuvent valoir jusqu'à 10 fois plus que l'entreprise aujourd'hui, vous avez toujours derrière des fonds d'investissement structurés qui ont des positions importantes et qui ne bougent pas. Souvent des sociétés qui ont beaucoup moins de flottants. Donc aujourd'hui, on a passé l'essentiel de notre activité à construire l'entreprise, de nouveau, qui partait de rien, pour en faire aujourd'hui un groupe d'une certaine taille. On vient d'être classé 5e éditeur de logiciels en France. Les 4 devant nous existent depuis 35 ans. Donc on a eu cette dynamique très forte pour construire une activité avec un fort potentiel profitable. Aujourd'hui, on travaille depuis, je dirais, quelques mois sur la restructuration du capital, voir comment on pourrait redynamiser le cours. Et ça sera clairement l'une des priorités sur les années à venir, pour essayer, maintenant qu'on a une assise qui est relativement forte, pouvoir remettre à niveau la valorisation par rapport à ce qu'elle devait être aujourd'hui, surtout si on regarde nos comparables. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est un vrai focus de l'activité du groupe aujourd'hui. Et j'espère que les choses pourront évoluer rapidement. Que cette dichotomie s'efface, c'est ça? Oui, enfin qu'on revienne à des choses normales. Et après, comme vous le savez, la bourse a toujours une dynamique qui est un peu particulière. Voilà, là encore, une très jeune société. Il faut lui donner du temps, finalement. De retournement. Donc je pense que, je crois que je suis là depuis 17 trimestres. C'est 17 trimestres de croissance consécutive. De nouveau, une certaine masse critique, de la profitabilité, des potentiels importants. Au bout d'un moment, je pense que les marchés réaliseront le potentiel de l'entreprise. Ça se fera vraisemblablement avec une restructuration du capital. Très bien. Merci Pierre Cesarini. Je vous remercie. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de cette émission. Je retrouve Pierrick Baucher, directeur de la gestion chez Innocap Gestion. Bonjour Pierrick Baucher. Bonjour Sarah. On a coutume de dire que l'inflation est la bête noire des marchés actions. On le sait, sur ce sujet, deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans d'une inflation dite transitoire, de l'autre, ceux qui pensent au contraire que la hausse des prix pourrait être durable. Alors dans la construction des portefeuilles, on imagine que le retour de l'inflation amène à une réflexion sur la segmentation entre les entreprises ayant la capacité d'augmenter leurs prix et celles qui ne l'ont pas. Dans ce segment des petites et moyennes capitalisations, l'inflation est-elle une opportunité à saisir ?
L'inflation est un sujet essentiel pour les investisseurs et pourrait bien probablement devenir un enjeu majeur au cours des prochains mois, prochains trimestres, du fait de l'environnement économique dans lequel nous nous situons. Nous l'avions déjà évoqué, nous ne sommes pas dans un simple rebond post-choc exogène, Covid, nous sommes bien en début de cycle, après un super cycle de croissance de 10 ans, 2009-2019. Souvenons-nous, sur les 2 dernières années, entre 2017 et 2019, nous avons assisté à une décélération progressive de la croissance de l'activité manufacturière au niveau mondial, avec des déstockages massifs. Eh bien aujourd'hui, il va falloir restocker. Mais aujourd'hui, la demande est tellement forte que nous n'arrivons pas encore à restocker. Et donc, ce restockage va alimenter la croissance économique des prochains trimestres et va donc alimenter les pressions inflationnistes. Et ne sous-estimons pas l'impact inflationniste sur les salaires. Après toute pandémie, il y a des hausses de salaires. Donc, nous ne pensons pas aujourd'hui que l'inflation sera transitoire. Nous pensons qu'elle sera potentiellement plus soutenue, un peu plus dure, et pas temporaire. Et donc, cela va amener les banquiers centraux à avoir un discours nettement moins accommodant au cours des prochains mois, prochains trimestres. Donc, la volatilité pourrait faire son retour sur les marchés financiers. Soyons prudents. Il n'y a pas de remise en cause du marché haussier des actions, mais on rentre dans une deuxième phase, plus volatile, qui offrira des opportunités d'investissement sur les petites et moyennes valeurs. Il faudra les saisir pour les plus solides. Et alors, question essentielle dans ce contexte, y a-t-il des secteurs à jouer? Si oui, lesquels? Ceux qui bénéficient le plus de cette hausse de prix, peut-être la consommation, l'agroalimentaire? Alors je dirais que le maître mot, ça va être le stock picking. Il va falloir vraiment ne pas baisser la garde sur les entreprises les plus différenciantes, ces leaders mondiaux au positionnement concurrentiel le plus fort. On arrive vraiment dans ce fameux pricing power, les entreprises qui vont avoir la capacité de répercuter à leurs clients finaux les hausses de coûts qu'elles subissent pour fabriquer leurs produits. Alors on peut parler de certains secteurs, évidemment, quand on pense aux hausses de taux, on va penser au secteur financier. Malheureusement, dans les petites et moyennes valeurs, il y a peu de valeurs financières, mais vous allez pouvoir trouver des valeurs qui vont profiter, par lesquelles vont transiter des flux financiers au sein de leur activité. On retrouve le secteur du paiement online, offline, et on va retrouver le secteur des tickets restaurants. On va retrouver attention aux secteurs qui sont à duration longue, qui pourraient pâtir d'une tension sur les taux d'intérêt. Attention aux belles valeurs de croissance historique pour lesquelles les multiples de valorisation sont difficilement justifiables par rapport à ce que l'on a constaté sur les 10-15 dernières années. Et puis, je pense à 3 secteurs globalement. Les secteurs qui vont profiter d'indexation contractuelle, notamment l'aéronautique, il n'y aura pas de problème globalement, il y aura une préservation des marges. Et les entreprises qui ont cette capacité de répercuter la hausse des coûts à leurs clients vont préserver leurs marges. Même lorsqu'il y aura un petit décalage de 2-3 mois, ce n'est pas grave, le cycle avance, nous laisse du temps. Et il y a même des entreprises qui augmentent leur prix de vente et qui ne pâtissent pas du tout de hausse de prix de revient. Donc dans ce cas-là, la bonne surprise, c'est que vous allez avoir des améliorations de marge. Donc l'environnement reste favorable, c'est du stock picking, c'est du cas par cas. Au sein d'un même secteur, des entreprises vont connaître des déceptions sur les marges et d'autres vont connaître des bonnes surprises sur leurs marges. Donc certaines réussiront à tirer leur épingle du jeu. Justement, sur la question de l'inflation, rien pour l'heure ne devrait être annoncé avant la conférence fin août de Jackson Hole qui réunit les banquiers centraux du monde entier. On peut toutefois déjà se demander, Pierrick, si les petites et moyennes valeurs pourraient être pénalisées par ce changement d'orientation en matière de politique monétaire. Auquel cas, comment protéger son portefeuille des soubresauts à venir? Alors, au sein des petites et moyennes valeurs, il y a des secteurs qui sont très peu sensibles à l'évolution des anticipations de hausse de taux d'intérêt. Regardez le secteur de la santé animale. Aujourd'hui, nous avons des laboratoires qui sont des grands leaders mondiaux. Parmi les grands leaders mondiaux au sein des petites et moyennes valeurs, elles vont connaître une année 2021 et probablement 2022 très forte. La dynamique de croissance de leur marché est très forte. Vous êtes désensibilisés par rapport à cet environnement et ces catalyseurs potentiellement négatifs. Et je dirais de manière plus structurante, prenons un petit peu de hauteur, plus vous rentrez dans un environnement de cherté des ressources naturelles, plus vous allez avoir probablement la part belle à tout un pan d'acteurs. Je ne parle pas de secteur, je ne parle pas d'indices, je parle de positionnement. Ces acteurs, leaders mondiaux, qui par leur innovation permanente apportent de l'intelligence dans des mondes industriels existants mais qui mutent, ces acteurs qui contribuent au progrès industriel tout en préservant les ressources environnementales, ces acteurs qui permettent de produire plus, mieux, plus vite, en consommant moins, en utilisant moins de ressources. Nous sommes au cœur des enjeux définis par les Nations Unies, ces fameuses ODD, la productivité industrielle ODD 9 au service d'une économie de ressources environnementales ODD 12,
Bienvenue Sarah, dans un monde, dans une économie productive et durable. Nous sommes au cœur des enjeux de nos investissements au quotidien chez InnoCap Gestion. Toujours au cœur d'une économie durable donc, Pierre Baucher. Cette approche est au cœur du label ISR que nous avons obtenu sur l'intégralité de notre gamme de fonds actions France-Europe, gamme Quadrige. Merci Pierrick. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Pépites de la Côte à la rentrée. En attendant, je vous souhaite un très bel été.